Il est 20h à Gamba, dans le département de Ndougou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de votre journal. Célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation ce 8 septembre sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation mutuelle et la paix ». Qu'en est-il du cas du Gabon ? Incendie au quartier Bellevue 2, 3 maisons détruites, les ravages en images dans ce journal. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix », un thème qui invite les nations à mieux promouvoir l'alphabétisation et l'accès à l'éducation dans les communautés. Qu'en est-il du cas du Gabon? La réponse dans cet élément. Le thème de cette journée internationale de l'alphabétisation 2024 est évocateur selon l'UNESCO. Il est urgent de mettre en œuvre le potentiel transformateur de l'alphabétisation pour favoriser la compréhension mutuelle, cohésion entre les communautés. L'institution onusienne invite les nations à rendre les peuples autonomes à travers des approches multilingues de l'alphabétisation et une éducation basée sur l'introduction des langues maternelles dans les programmes scolaires, cas du Gabon où des efforts sont consentis par les autorités en vue de lutter contre l'analphabétisation et permettre un accès équitable à l'instruction. Le thème retenu cette année nous invite à explorer de nouvelles approches dans les programmes d'alphabétisation dont les progrès sont encore insuffisants. Les défis mondiaux tels que les barrières linguistiques, les conflits et la violence, les inégalités, la pauvreté, le changement climatique et autres constituent des facteurs aggravants dans la lutte contre l'analphabétisme. Au Gabon, alors que le taux d'alphabétisation est de 89,8% chez les moins de 15 ans, malheureusement, 24% des jeunes de 15 à 24 ans ne savent ni lire ni écrire, selon les statistiques de l'UNESCO en 2018. Ce qui vient corroborer un taux d'analphabétisme national de 22% selon le recensement de la population gabonaise en 2018. Or, avec ces 40 langues parlées regroupées au sein de 10 unités langues, le multilinguisme est une opportunité à la fois pour rapprocher les peuples que pour sauver plusieurs langues en voie d'extinction. Cette journée vise principalement à sensibiliser le public sur l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité des droits humains pour une société plus instruite, plus juste, qui favorise la paix. C'est la fin de l'atelier sur le cadre d'orientation curriculaire initié par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargé de l'éducation civique. Au terme des travaux, plusieurs recommandations. On regarde ce reportage de Nathalie Oquet et Alexandre Nkogué. Au terme des assises ayant mobilisé experts de l'Institut pédagogique national, ceux de l'Inspection générale des services, les enseignants-chercheurs de l'ENS et de l'Université Omar Bongo, le système éducatif gabonais connaîtra une offre nouvelle de formation. Une révision entière des contenus, c'est ce qu'on retient des travaux du cadre d'orientation curriculaire qui ont abouti à plusieurs recommandations. Veiller sur la cohérence des choix pédagogiques et didactiques, à l'écriture des programmes d'études, à la formation des enseignants, à l'élaboration du matériel didactique et des manuels. Assurer la réécriture des programmes selon l'APC des familles des situations au pré-primaire, primaire et au secondaire général et technique et en formation professionnelle. Former les enseignants, définir et mettre en place une politique et des outils d'évaluation. Assurer l'implantation du COC, c'est-à-dire l'expérimentation, l'ajustement, la régulation des différentes dimensions de la réforme en fonction des résultats. Prenant la parole à cette cérémonie protocolaire et devant le conseiller spécial chargé de l'éducation à la présidence de la République, le membre du gouvernement salue les efforts des commissaires. Votre apport a été déterminant pour la consolidation de ce cadre qui
qui marque un tournant décisif pour notre pays et qui ouvre une page glorieuse de l'histoire de notre système éducatif. Telle une basse-cour, notre système éducatif est maintenant détenteur de son coq pour le mener vers des lendemains meilleurs. C'est sur ces propos, pourvus d'espoir, tout en vous réitérant ma profonde et sincère reconnaissance pour votre active participation et vos pertinentes contributions, que je déclare officiellement clos les travaux de l'atelier de validation du cadre d'orientation curriculaire. Le rapport final a été remis à l'autorité en présence de tous les participants en attendant la mise en œuvre des recommandations auprès de tous les acteurs. Et le cadre d'orientation curriculaire vient justement de faire l'objet de travaux entre universitaires, inspecteurs de l'éducation nationale, partenaires sociaux et les experts venus des départements. Le but visé, restaurer totalement le système éducatif gabonais afin qu'il soit en phase avec les standards internationaux. On regarde ce reportage. C'est à l'issue de l'atelier portant sur le projet d'élaboration et de validation du cadre d'orientation curriculaire que les experts ont ensemble réfléchi sur les mécanismes d'apprentissage susceptibles de pallier les dysfonctionnements de l'école gabonaise et de définir les types de formation et la qualité de cadre recherchée par le Gabon. Cela passe par une révision du système éducatif. Il faut dire que c'est un document officiel, d'accord, qui présente les grandes lignes de l'organisation, du déroulement des études dans un pays, donc dans notre pays, le Gabon en l'occurrence. Et dans ce COC, en abrégé, cadre d'orientation curriculaire, dans ce COC, vous avez la possibilité de voir exprimer, d'accord, la vision politique en matière d'éducation dans un pays. Et donc le document qui sortira de cet atelier pourra donc donner la possibilité aux enseignants, donner la possibilité aux parents d'élèves, aux institutionnels, à tous les acteurs de la communauté éducative, leur donner donc la traduction matérielle, si vous voulez, de la vision politique en matière d'éducation et d'enseignement au Gabon. 72 heures durant, les experts en charge de l'éducation ont élaboré un canevas pour assurer des transitions cohérentes entre le préprimaire, le primaire, secondaire général, technique et professionnel. Vous avez donc les questions en lien avec les contenus d'enseignement, vous avez des questions en lien avec les parcours scolaires, vous avez des questions en lien avec le profil de sortie, donc un ensemble d'éléments que le COC propose et qui donne donc à chaque acteur, en fonction du domaine dans lequel il intervient, l'orientation politique, la vision politique. À l'heure où le Gabon entreprend des réformes institutionnelles, le cadre d'orientation curriculaire constitue un véritable référentiel pour les acteurs de l'école et les décideurs. La méthode Kaizen s'inscrit dans un courant de pensée japonais qui préconise l'amélioration continue. Cette méthode a été dispensée aux responsables des entreprises tant privées que publiques. La formation qui s'est déroulée pendant une semaine a permis aux participants venus de la sous-région d'acquérir des connaissances à même de booster leur productivité au sein de leur structure professionnelle. On fait le point avec Patricia Lydie-Moulet et Pierre Claverella. Améliorer la productivité des entreprises et la performance des administrations nécessite une stratégie adéquate. Aussi, cette formation de formateurs 5S Kaizen à caractère international nécessite-t-elle une particularité. Kaizen est non seulement la technique, mais aussi la philosophie de la vie. En appliquant Kaizen, vous pouvez noter que la ponctualité est le moteur de promouvoir Kaizen. C'est une politique de petits pas, mais qui produit de grands effets. Elle demande de la ténacité. Et je souhaite que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, en fasse preuve pour vous, pour vos familles, pour vos entreprises et pour le Gabon et le Congo. Des acquis dont la vulgarisation s'impose. Et ces méthodes 5S Kaizen, si seulement autour de nous, nous faisons quelque chose, cela veut dire que chacun de nous va construire un maillot qui va faire de telle sorte que tout le monde se développera et c'est nos pays qui vont se développer en suivant ces méthodes. Que nous allons faire de notre mieux pour que ces valeurs, ces principes soient vulgarisés, premièrement au sein de nos institutions de formation
et pourquoi pas sur toute l'étendue du territoire. La persévérance et l'endurance contribueront à coup sûr d'être les meilleurs. On est tous des gagnants aujourd'hui. Je souhaite que vous restez tous des gagnants demain, après-demain et l'année prochaine encore. J'espère que cette fois-ci, vous allez vraiment vous mettre au travail. Vous allez nous montrer que vous êtes capables et motivés, que vous avez la persévérance aussi pour aller jusqu'au bout et de devenir de vrais formateurs Kaizen. Le système Kaizen d'origine japonaise est donc ici une opportunité pour les responsables des administrations. En moins d'1 an de fonctionnement et au-delà de notre jeunesse administrative, vous nous avez manifesté chaque jour votre confiance en nous mettant chaque fois devant les défis qui nous permettent de nous surmonter pour acquérir l'expérience afin que nous soyons aux standards nationaux et internationaux. Le fait que cette activité de formation à caractère international se soit déroulée au Gabon constitue un privilège accordé, une opportunité donnée et une invitation faite à l'agence à améliorer significativement la qualité de la formation, de l'environnement de formation et donc d'apprentissage des stagiaires, grâce à de nouvelles compétences et attitudes organisationnelles. La ponctualité et l'amélioration continue constituent des principes à même de réellement changer la donne en entreprise ou dans l'administration, aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Allons-y dans la province de l'Ogooué-Vindo, à Boué, où les employés de l'entreprise spécialisée dans l'exploitation du bois, Rainforest Management, ont été décorés par l'inspecteur du travail de cette circonscription. Les détails avec Sheila Mebalé. Rainforest Management, spécialisé dans l'exploitation forestière, vient d'honorer plus de 50 de ses agents qui totalisent pour la plupart 10 ans de service au sein de cette structure. Au nom du président de la République, chef de l'État, la moitié de pouvoir qui nous sont conférés, je vous décore de l'immédiat de votre travail. Je vous adresse mes vives félicitations. Pour le représentant des bénéficiaires, la satisfaction est totale. Vraiment un sentiment de plaisir, de joie. Vraiment sur les 10 ans, c'est vrai, il y avait le bien, il y avait le mal. Mais aujourd'hui, vraiment, je remercie la société et le gouvernement. Ils doivent aimer ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça l'amour du travail. Quand tu aimes ton travail, tu vas pouvoir arriver à ce que tu penses avoir. Adressant mes vives et chaleureuses félicitations, je vous invite à rester respectueux et disciplinés afin d'être des modèles et une source d'inspiration pour vos jeunes collègues qui aspirent certainement à recevoir la même distinction plus tard. Cet événement a par la suite donné place à une séance de planting qui a rassemblé les employés, les notables et les autorités locales. Elle marque une étape cruciale dans l'engagement de l'entreprise dans la gestion durable des ressources forestières. C'est une initiative très écologique parce qu'elle va lutter aussi contre le phénomène d'invasion de nos villages par les éléphants. Ces fruits, nous les consommons, mais surtout les animaux et les éléphants dans la forêt. Donc, ils auront encore, leur marché approvisionné et ils ne viendront plus attaquer nos plantations. Donc, c'est à féliciter, c'est à encourager, c'est à promouvoir. Cette double cérémonie de Rainforest Management, implantée depuis plus de 16 ans, vient satisfaire non seulement les travailleurs, mais surtout consolider l'engagement de cette société pour l'avenir et montre que l'exploitation des ressources naturelles peut se faire de manière responsable et durable. Dans le but de faire aboutir rapidement l'ensemble des doléances des populations du canton d'Oubanga et d'Ourembou, les responsables de l'entreprise Gabon Oil Company, accompagnés des autorités provinciales, sont venus rencontrer les populations pour faire le point et lancer les différents chantiers. Détail explication avec Lariska Lormamengi et Bertha Osaga. La responsabilité sociétale des entreprises doit plus que jamais avoir un impact considérable dans l'amélioration des conditions de vie des populations. À Mandjindolu, notamment dans les cantons d'Ourembou et d'Oubanga, où se trouvent les champs pétroliers Obangué et Tiengi, les populations de ces contrées jugent la démarche des responsables de la GOC porteuse d'espoir.
Tout s'est bien déroulé. Toutes les dépenses demandées par les riverains et chefs ont été analysées et puis scindées très rapidement. Et du coup, on a eu de bonnes réponses fiables. On a vraiment espoir qu'il y aura réussite. On a demandé l'emploi, on a demandé la santé, on a demandé l'éducation. On a bien collaboré et je crois que dans le temps, ça va aller. Et c'est magnifique, j'ai apprécié. Parmi les autorités présentes à cette rencontre de restitution, le gouverneur de la province de Langounié, qui a d'ailleurs appelé les communautés à rester lucides. Nous comptons sur vous. Merci d'avoir travaillé avec la GOC. Ne soyons pas trop gourmands, même si nous avons des problèmes. Les enfants sont venus vers vous. Nous attendons de vous, l'administration, que vous compreniez aussi que l'État a des devoirs et les sociétés aussi doivent aider l'État. Très bientôt, nous allons revenir au niveau de la commune ou au niveau des villages pour pouvoir engager les travaux qui ont été demandés. La Société nationale des hydrocarbures, bien qu'étant une société d'État, elle entend accompagner les plus hautes autorités par des actions sociales, des infrastructures et autres mécanismes d'autonomisation pour le bien-être des communautés. Et pour la suite de ce journal, le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, un natif du Komo-Congo, a poursuivi sa tournée de remerciements ce week-end. Elle était dans le canton Komo. Détails et explications avec Patrick Simangoya. La deuxième étape de cette tournée de remerciements des populations qui ont réservé au président de la transition, chef de l'État, le 13 août dernier, un accueil remarquable a conduit Laurence Ndong ce week-end dans le canton Komo, où la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, native du Komo-Congo, y est allée rassurer les siens dans un langage de vérité qui lui est propre, que l'enveloppe octroyée par le chef de l'État lors de la tournée républicaine sera utilisée pour la réalisation des projets prioritaires susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Parce que dans ce pays, malheureusement, les populations ont été habituées à des autorités qui détournaient l'argent. Et donc, il y a eu c'est pour éviter les suspicions de détournement, les suspicions de cet argent qui ne servira pas à la cause pour laquelle il est sorti. Et donc, il était important de venir les rassurer et de leur dire que vous voyez bien qu'avec le CTRI, avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement de la transition, les choses sont différentes. Donc, il fallait qu'on leur explique comment l'argent va être géré, les projets qui vont être financés, on leur donnera les détails des projets parce que moi je crois à une démocratie participative. Je crois au fait qu'il faut associer la population à ce qui est fait pour elle. Déjà l'associer en lui donnant la bonne information et en lui rendant compte parce qu'après tout cet argent-là appartient au peuple. Les projets déjà sélectionnés touchent à la santé, l'école, l'eau, l'électricité, pour ne citer que ces projets-là. Du village Fang, en passant par Sogasel Forêt, Metz, Ndouniang, Andem, A5 villages, à Kanabour, Bele et Kougoule, Laurence Ndong a décliné la vision du comité pour la transition et la restauration des institutions où les intérêts du peuple passent avant tout sous l'inspiration du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout le monde a vu la forte mobilisation à Kango. Ils se sont mobilisés avec le cœur. Personne n'a reçu de l'argent ni quoi que ce soit. Ils ont répondu à l'acte patriotique du CTRI aussi avec le patriotisme. Et il est important qu'on vienne leur dire merci. Merci de la part du chef de l'État. Merci en mon nom propre. Et merci au nom de tout le département parce qu'ils ont honoré le département. Voter oui au référendum à venir est un choix utile. La consigne de la ministre de la Communication et des Médias est passée comme une lettre à la poste dans le Komo, où les populations soutiennent sans faille la transition militaire au pouvoir venue restaurer nos institutions et marquer le retour du Komo-Congo à la lumière.
Et pour la suite de ce 20h, ce communiqué, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la transition, convie l'ensemble des agents statutaires de la radio Africa numéro 1 à une réunion d'information au siège provisoire de la radio, sise au stade d'Angonje, dans la commune d'Akonda, le lundi 9 septembre 2024 à 9h. Ce communiqué tient lieu de convocation. La présence de tous est de rigueur. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, un nouveau drame dans la capitale gabonaise, au quartier Bellevue 2, dans le 3e arrondissement. Les flammes ont consumé 3 maisons. Les sinistrés n'ont rien récupéré. On voit cela avec Jean de Dieu Gomes-Gambi et Pierre Claverella. Quartier Bellevue 2 de Libreville. Plus de peur que de mal, un incendie d'une rare violence dont l'origine reste inconnue, a ravagé 3 maisons. C'était dans la nuit du jeudi à vendredi. On était dans la coupure, on était dans le noir. Bon, d'habitude, quand on est dans le noir comme ça, les plus jeunes se mettent par dehors parce qu'à la maison, dans la maison, il fait chaud. Et tout d'un coup, c'est la voix du petit que j'ai écouté depuis dans le salon. Il crie « Il y a le feu ici, il y a le feu ici !» Donc quand j'ouvre la porte, dès que j'ouvre la porte, les flammes sortent entre la toiture et les murs, ça traverse. Les pompiers sont arrivés et ils s'arrêtent juste en haut là-bas parce qu'ils sont en train de travailler la route. Il y a les tas de terre qu'ils ont mis, ils ne peuvent pas passer. Les gens sont arrivés un peu de partout. Déjà, on a un problème d'eau ici, donc il n'y avait pas de l'eau pour essayer de calmer le feu. On a essayé de prendre tout ce qu'on avait. Les gens nous ont quand même aidés. Le gravet qu'ils ont déposé là, ils ont pris pour essayer d'arrêter le feu. On a arrêté le feu autour de 1 heure par là. Et quelques minutes après, c'est là où le courant apparaît. On dit mais finalement... Malgré l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers sur les lieux du sinistre, les sinistrés n'ont que les yeux pour pleurer. Vous voyez, on n'a rien récupéré, rien du tout. Même pas un bout de papier. On n'a rien récupéré. Gageons que les autorités compétentes auront un regard sur ces compatriotes qui, désormais, dorment à la belle étoile. Rien à voir avec ce qui précède. Le coordonnateur général du service d'aide médicale SAMU social gabonais, le docteur Wenceslas Yaba, a dressé le bilan des activités menées sous l'ère du comité pour la transition et la restauration des institutions. Voyons cela avec Sheila Mebalé et Branly Timba. L'an 1 au SAMU social gabonais sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions a été marqué par ce chiffre, 44 000 prises en charge médicales gratuites à travers le Gabon. Depuis le 30 août 2023, la charge de travail des SAMU socialisés s'est considérablement accrue avec non seulement l'ouverture de plus de 8 SAMU sociaux dans certaines localités à l'intérieur du pays, mais surtout par la multiplication des actions médico-humanitaires et sociales à travers l'accompagnement des tournées républicaines du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, le SAMU, sous l'ère du CTRI, est présent à Ndende, à Makokou, à Koulamoutou, à Lebamba, à Chibanga, à Lambaréné, à Ngoni et à Nkoumyegui. Ces nouvelles structures ont permis d'étendre la couverture et la prise en charge médico-sociale par les services du SAMU social gabonais des personnes vulnérables au Gabon. En rappel, cette structure mise en place depuis 7 ans continue d'avoir un impact significatif sur la santé publique au Gabon et s'est engagée progressivement sur l'amélioration de la couverture santé, offrant gratuitement des soins médicaux aux populations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le sport n'est pas en reste dans ce journal. La sélection nationale des Panthères du Gabon a érigé sa tanière à Bongoville depuis hier soir, en vue de sa rencontre, de sa seconde confrontation, j'y arrive, contre la République centrafricaine, également à Francéville. Depuis hier en après-midi, les Panthères ont eu droit à un entraînement à huis clos cet après-midi. Détail explication avec Charles Goulard et Eric Assar. Les Panthères du Gabon ont tiré les enseignements de leur défaite 1-4 face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Des insuffisances relevées à vite comblées. C'est pas une équipe facile, le Gabon. C'est une équipe qui est très offensive, qui, un peu comme nous. Moi, j'ai apprécié, ils ont toujours cherché à jouer, ils ont beaucoup de verticalité. Nous, après, peut-être qu'on avait un peu plus
certitude aujourd'hui par rapport à eux. Place désormais à la rencontre Gabon-RCA, véritable adversaire de l'équipe gabonaise dans cette poule B. Remobiliser les troupes, définir la stratégie sont désormais les priorités des Panthères du Gabon au lieu de tendre l'oreille au bruit de l'enfer. Nous sommes dans une position où le Maroc est déjà qualifié en tant que pays organisateur. Nous avons l'obligation de résultats chez nous. Ça passe déjà par Mardi, donc ça veut dire qu'on doit être capable aujourd'hui de remobiliser, corriger. En si peu de temps, il faut faire de la vidéo, regarder ce qui n'a pas marché pour essayer d'être au taquet mardi à Franceville. Et c'était un impératif de victoire. Arrivé dans la province du Haut-Ogooué en début de soirée ce samedi, les Panthères du Gabon sont à Bongoville pour préparer la révolte face aux Fauves du Bas-Ubangui ce mardi 10 septembre 2024 à partir de 17h au stade de Franceville. Et cette actualité moins gaie pour la suite de ce journal. Les professionnels de la communication, parents, amis et connaissances ont rendu un dernier hommage à Luc Vwamba, ancien directeur général de la radio-télévision gabonaise Chaîne 2. C'était avant l'acheminement de sa dépouille dans la province du Haut-Ogooué. Cabral Guilain-Lemami et Gérard Magnagna pour le point. Pluie d'hommages pour saluer la mémoire de l'illustre disparu, Luc Vwamba, ancien directeur général de la RTG2, la radio-télévision gabonaise Chaîne 2, qui a quitté le monde des vivants le 18 août 2024. Je pense à mon passage à la Chaîne 2 lorsque j'étais étudiante et j'ai fait mes premiers pas à la Chaîne 2 lorsque M. Vwamba Luc était directeur général. Un sentiment de tristesse, tout simplement parce que j'ai perdu un homme, j'ai perdu un beau-frère. C'est pas facile, c'était un mousseur. Je sais reconnaître à travers l'éducation l'homme. Pour avoir été d'abord collègue de mon père à la présidence de la République. Luc Vwamba, affectueusement appelé conseiller par ceux qui l'ont connu dans le monde de la communication, était un homme rigoureux dans le travail. Comme directeur général, il aura participé à l'évolution de l'audiovisuel public. Le directeur général Luc Vwamba était un travailleur infatigable, un homme de parole. Bien qu'étant l'un des encadreurs des responsables actuels de la télévision gabonaise et au cadre du domaine, l'illustre disparu aura par ailleurs été le fondateur de la presse présidentielle en 1972. C'est quelqu'un qui m'a appris à aimer le métier. Quand j'ai occupé des fonctions de DG, il était toujours derrière. Il m'appelait de temps en temps. Quand l'image n'était pas nette, quand le son n'était pas bon, il appelait. C'était comme un conseiller. Nous étions tous très attachés à M. Luc Vwamba. On a perdu là quelqu'un qui est resté attaché à la corporation, malgré les autres vies politiques qu'il a connues. La partie qu'il a su jouer dans l'évolution de la deuxième chaîne publique gabonaise, c'est une partie essentielle et qui a gardé ses traces dans l'évolution de l'audiovisuel public par rapport aux réformes actuelles que nous sommes en train de réaliser. Ancien député à l'Assemblée nationale, Luc Vwamba est né à Onguia, un village du département de Lekoni-Lekori dans la province du Haut-Ogooué. C'est donc sur sa terre natale qu'il sera inhumé. Nous avons ce soir une pensée particulière pour notre collègue Wilfried Mpiga Vwamba, durement affecté par cette perte. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Demain à 20h, le sage Claude Boussougou Matumba s'invitera chez vous pour la principale édition d'information du soir. Mais je vous laisse avec ce reportage, ce magazine. J'y arrive, voilà, Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, change progressivement de visage grâce au chantier initié et réalisé par le CTRI. Et nous faisons donc ce soir le point sur les principales réalisations du CTRI à Franceville. C'est un document réalisé par Guy Frendon-Obian, Gérard Magnagna. Très belle soirée à tous. Construisons ensemble notre pays. Oui, peuple gabonais,
Construisons ensemble notre pays. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla Gabon Şeker Fabrikası'nı 25 Nisan'da devraldık. Nous nous sommes intéressés au secteur de la production du sucre au Gabon. Cela s'est fait en collaboration avec Monsieur le Président de la République du Gabon. Monsieur le Président de la République du Gabon a voulu que nous puissions augmenter les capacités de production de cette usine et toutefois voir comment est-ce que nous puissions investir dans le cadre de la modernisation de cette unité de production. Et nous nous sommes intéressés à cela. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour faire travailler, pour augmenter l'unité de production et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de sucre dans ce pays. Nous devons faire en sorte qu'on puisse subvenir à la demande nationale pour qu'un peu plus tard, on puisse se mettre au niveau de l'exportation. Donc dans les 5 prochaines années, cette usine devra être une unité qui pourra s'étendre au niveau de l'exportation. Pour cela, nous avons fait des extensions au niveau des champs, des extensions qui vont jusqu'à 10 000 hectares, on aura maintenant 10 000 hectares, et nous allons moderniser cette unité de production qui pourra être entre 6 000 et 10 000 tonnes pour ce qui concerne l'usine. Nous allons devoir amener de nouvelles machines et nous aurons un système totalement automatique qui sera là au niveau de cette unité de production. Au niveau de Libreville, nous avons pris un espace où nous allons mettre 3 machines qui feront dans la production du sucre en morceaux, 3 autres machines qui feront aussi dans le sucre en poudre. Au niveau de Libreville, désormais, au lieu que ça se fasse comme par avant, quand le sucre qui arrive, ça vient par exemple de l'extérieur, il est d'abord amené ici parce qu'il n'y a pas de transformation au niveau de Libreville. Au lieu que ça vienne ici, au niveau de Libreville aussi, ça pourra se faire. Le Gabon,